Merci Romy. Bonjour à tous et merci François de m'accompagner dans cette présentation. Pour aller directement dans le cœur du sujet, on va vous introduire aujourd'hui quelques éléments sur l'avenir prévisible de la profession d'expert en auto en étudiant 3 points particuliers. Le premier, Romy, si tu peux mettre la slide sur le sommaire. Voilà. Le premier point sur les évolutions en RH qui ont été rendues nécessaires notamment par la Covid-19. Ensuite, un point sur les questions de formation des experts en automobile. Et enfin, une évolution ou une révolution technique à envisager sur les véhicules à expertiser. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas VDCOM, une courte présentation pour vous dire que VDCOM, c'est une fondation partenariale publique-privée qui a été reconnue Institut pour la transition énergétique en 2014, soutenue donc par l'ANR, et qui a pour ambition d'étudier des mobilités plus durables, plus écologiques, plus autonomes et mieux partagées. Au sein de VDCOM, vous retrouvez des partenaires à la fois publics et privés. Slide qui suit. Merci. Des partenaires publics et privés qui viennent de l'entreprise, qui viennent du secteur de l'assurance. Je ne vais pas évidemment citer l'intégralité de ces membres, uniquement pour vous montrer ici la richesse de VDCOM et des échanges que nous pouvons avoir avec des partenaires de tous horizons. Plus spécifiquement, s'agissant du service de recherche juridique, nous avons un partenariat privilégié avec Aix-Marseille Université qui nous propose 3 thèses en codirection avec moi-même et des enseignants universitaires issus du droit pénal, du droit civil et assurance et du droit administratif. Notre service se situe donc principalement à Aix-en-Provence, mais nous sommes pleinement rattachés à VDCOM qui est à Versailles. Côté ANEA, François, je vais peut-être te laisser la parole. Bien sûr. Mais d'abord, merci à tous de vous être rendus disponibles pour ce webinaire que j'ai le plaisir de co-animer avec Yolande. Donc l'idée, c'était de parler un petit peu de la profession des experts sous plusieurs prismes. Pour la partie ANEA, donc celle qui me concerne, et plus particulièrement donc les experts en automobile, je représente l'ANEA en qualité de président. Donc l'ANEA, c'est une organisation professionnelle qui concerne les experts en automobile et notamment les entreprises d'expertise qui sont au nombre de 505 en France et leurs quelques 5000 salariés, dont environ 2900 experts en automobile. L'objectif de l'organisation professionnelle, c'est la défense des intérêts de la profession, bien sûr. Elle assure la représentativité économique, donc tout ce qui est développement de l'activité des entreprises, et l'activité sociale, bien sûr, avec les négociations des accords collectifs de travail de la branche. On a de nombreuses activités en parallèle aussi avec des interlocuteurs. On communique notamment pour la profession avec la Fédération française des assurances. On discute avec le CNPA pour la partie professionnelle de la réparation, avec la FFC, toujours pour la réparation, et avec les différents ministères, dont notre ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur, pour ce qui concerne les aspects qui concernent le transport, évidemment, la réglementation, et l'éducation nationale pour la partie qui concernera la formation. Au sein de l'ANEA, vous retrouverez 3 filiales. Une première qui va concerner la formation, donc l'Institut de formation pour les experts en automobile, IFOR2A. Une filiale qui concerne la recherche et le développement. Et ensuite, une filiale qui est plus axée sur la prospective, donc AMP, ANEA Mobilité et Prospective, qui mène une veille donc permanente sur la mobilité, je l'ai dit, et sur l'organisation d'événements professionnels, notamment nos symposiums, nos colloques, les ateliers du MAP et d'autres encore. Voilà brièvement ce qu'on peut dire sur l'ANEA. Alors, pour commencer cette présentation, nous vous proposons de faire un petit point sur les évolutions RH qui ont été rendues nécessaires, notamment par la Covid-19.
évidemment, d'un point de vue strictement juridique, il n'y a pas de spécificité particulière concernant les mesures de télétravail. Ce qu'il faut savoir, c'est que le télétravail, juridiquement, consiste à travailler un certain nombre de jours par semaine hors des locaux de son entreprise et en utilisant des technologies de l'information et de la communication que l'on appelle TIC. La mise en place du télétravail dans le secteur privé passe par un accord collectif ou une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social économique s'il existe. Ces négociations doivent préciser un certain nombre d'informations que je passerai sous silence dans le cadre de cette présentation. Simplement, vous le voyez, dès 2017, l'article L 1222-11 du Code du travail prévoyait qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie, eh bien, les mesures de télétravail pouvaient être imposées par l'employeur à ses salariés. Dans le contexte du coronavirus, évidemment, cet article a trouvé plein d'applications. Il s'appliquait à toute profession, je le redis, et depuis le 17 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre, le télétravail doit être systématiquement privilégié. En réalité, il n'y a aucune disposition légale qui impose de manière stricte le télétravail, même pendant la période du confinement le plus restreint. Ce qu'il était encouragé par le gouvernement, c'est de mettre en place autant que possible des mesures de télétravail et, si ce n'était pas le cas, de justifier le déplacement de ses salariés. C'est encore le cas aujourd'hui. Le télétravail doit être toujours privilégié et attention, si l'employeur ne recourt pas aux mesures de télétravail et qu'il fait courir un risque de contagion à ses salariés, il pourrait même engager sa responsabilité puisqu'il a une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Donc, vous le voyez très rapidement, d'un point de vue juridique, la notion de télétravail a été encadrée bien avant la pandémie. Elle a été mise en place de manière spécifique et déjà anticipée pendant la crise de la Covid-19. Et donc, toute la question, François, c'est de savoir comment la profession s'est adaptée pour avoir un point de vue un peu plus spécifique sur la profession de l'expertise automobile. Merci Yolande pour ces éléments de contexte. Bon, en ce qui concerne... merci Jérôme. Pardon. Donc, merci Yolande oui, pour ces éléments de contexte. Tout d'abord, pour des éléments un peu globaux, la crise sanitaire, ça a été l'occasion pour beaucoup de salariés, experts en automobile compris, de goûter, d'apprécier le travail à distance pour certains. Mais beaucoup de spécialistes insistent sur la nécessité de trouver la juste dose. Et je pense que c'est ça l'exercice qui est primordial. Quand on regarde quelques éléments statistiques, en 2019, c'était à peu près 30% de travail à distance. Et en mai 2021, le pic à 41% de travail à distance. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'il y a tout un tas de métiers qui ne peuvent pas être télétravaillés, les métiers manuels, j'entends bien sûr. Et après, il y a des métiers qui sont plus télétravaillables, si on peut dire ça comme ça. Et près d'un tiers des salariés des entreprises pratiquaient déjà le télétravail fin 2019. Donc, ce n'est pas forcément une révolution, le travail à distance. Mais en ce qui concerne notre profession, c'est quand même une petite révolution parce que le taux de personnel qui était en télétravail était relativement faible. Dans la statistique, encore une fois, on considère aujourd'hui que parmi les télétravailleurs, 4 sur 10 sont de nouveaux télétravailleurs. Donc ça veut dire une bonne proportion. Et donc ils sont passés des locaux de leur entreprise à 5 jours sur 5 à domicile. Donc la rupture a été relativement brutale et c'est bien un des premiers facteurs qu'il faut souligner par rapport à cette nouvelle façon de travailler. C'est que grand 1, on n'a pas pu s'organiser en amont, c'est-à-dire faire le recueil de ce qui était disponible chez nos salariés pour savoir s'ils étaient en mesure de télétravailler. On a toujours tendance à faire le raccourci et à imaginer que tout le monde peut télétravailler, qu'il suffit d'avoir un bureau, qu'il suffit d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. Ça, c'est vrai sur le papier, mais la réalité, c'est que nos employés, nos salariés, notre personnel n'est pas forcément en mesure de télétravailler. Donc ça a été la première des expériences qu'on a eu à vivre. Ensuite, c'est sur le panel.
C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense télétravail, on pense travail administratif uniquement et pas forcément technique. Et c'est une des particularités qu'il y a dans l'expertise en automobile, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire des expertises à distance, c'est-à-dire des actes techniques à distance. Et donc ça, c'était une pratique qui était déjà, pour le coup, bien répandue, puisque dans les cabinets au niveau national, aujourd'hui, on considère qu'environ entre 20 et 35% des dossiers sont déjà traités en télétravail hors période Covid. Donc voilà les premiers éléments qu'on peut relever. Globalement, tout le monde s'accorde à dire que c'est un bénéfice, ce télétravail, pour la santé, moins de fatigue, des économies financières, un impact positif sur l'environnement et environ 80% des personnes qui souhaitent d'ailleurs poursuivre le télétravail, dont 40% de manière occasionnelle ou ponctuelle. Donc globalement, on pourrait considérer que c'est un élément positif. Au niveau de l'organisation professionnelle, donc de l'ANEA, on a mené une enquête, nous, pour l'UNAPL, et pour savoir comment ça s'était passé vraiment encore plus précisément dans notre branche. Et on a mené donc une étude représentative pour des petites entreprises, très petites entreprises, des entreprises moyennes et de grandes entreprises. Et il ressort en fait de cette enquête que quasiment 100% des entreprises ont eu recours au télétravail. Donc dans 50% des cas, le télétravail a été imposé par l'employeur au regard des préconisations des pouvoirs publics. Dans 35% des cas, le recours au télétravail a fait l'objet d'une concertation et d'une négociation entre l'employeur et ses salariés. Et dans 15% des cas seulement, un accord d'entreprise a été négocié afin de mettre en place ce mode d'organisation du travail. Ce qu'on peut en retenir in fine, c'est qu'on a eu un très bon retour d'expérience avec certains qui nous ont d'ores et déjà informé que leur personnel avait demandé à maintenir le télétravail dans l'entreprise. Globalement, ce qui semble émerger aujourd'hui, puisqu'on sort à peine du confinement, c'est qu'on s'orienterait vers un mixte, à savoir une partie du temps au bureau et une partie du temps en télétravail, tant pour le personnel de production, donc les experts en automobile, ce qui est vraiment une singularité dans notre métier, que pour les personnes administratives et le support. Donc voilà globalement ce qu'on peut à peu près dire pour les experts en automobile. Et quand on a préparé ce webinaire, on échangeait ensemble aussi sur la nécessité d'avoir quand même une présence autour notamment autour d'un ordinateur pour pouvoir échanger d'expert à expert sur des cas concrets, ce qui se fait plus facilement lorsqu'on est en présentiel que lorsqu'on est à distance. Tu me corriges si je me trompe. Et ça nous amène, c'est ce qui nous a amené à nous interroger sur cette question de formation. Romy, si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. On s'est posé cette question de formation et de nécessité pour l'expert en auto de poursuivre on va dire ses exigences de formation qui sont imposées. Alors je l'ai relevé par le code de déontologie des experts en automobile, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, juste rappeler pour ceux qui ne le savent pas que l'expert en automobile, c'est une profession réglementée qui doit présenter des garanties, notamment être titulaire du diplôme d'expert en automobile. Et l'expert en automobile peut aussi être un expert de justice, mais pas nécessairement. On peut avoir des experts en automobile, des experts de justice qui n'ont pas ce diplôme d'expert en automobile, puisqu'en réalité, on est face presque à deux statuts différents si on lit les textes, avec deux conditions d'accès différentes. Donc là, on est bien aujourd'hui sur l'expert en automobile, profession réglementée, avec l'obligation d'avoir ce diplôme et de respecter le code de déontologie qui impose à l'expert en automobile de mettre à jour ses connaissances et de s'adapter tout au long de sa vie professionnelle, notamment, dit le texte, par la participation régulière à des actions de formation continue. Et je sais que ANEA, par le biais d'IFOR2A, a mis en place aussi
tout un système, tout un catalogue virtuel aussi pour s'adapter pendant cette période particulière et pour poursuivre les exigences de formation et pour aider les experts à poursuivre les formations qui avaient été initiées avant le confinement. Est-ce que tu veux ajouter quelques éléments sur cet aspect? Oui, alors la formation, c'est vrai que c'est un spectre qui est extrêmement large. Quand on parle de formation, il y a tout d'abord la formation initiale, c'est-à-dire la formation qui va permettre aux élèves en formation de devenir experts en automobile. Donc ça, c'est quelque chose qui est assuré par IFOR2A notamment et qui permet donc à ces futurs candidats au diplôme d'être préparés pour qu'ils puissent passer le diplôme. On a ensuite des experts qui ne jouissent que du titre d'expert en automobile, puisque c'est un diplôme, donc ils sont experts en automobile. On a ensuite la qualification VE, qui est une qualification qui permet bien notamment de suivre la remise en état de véhicules qui ont été gravement endommagés ou économiquement irréparables. Ensuite, on pourrait appeler ça quasiment une spécialité qui serait celle de l'expertise judiciaire, qui n'est pas liée, comme tu l'as justement dit, au titre d'expert en automobile. Et ensuite, bon, on peut avoir tout un tas de spécialités qui sont l'accidentologie, la fraude, l'incendie, donc des spécialités qui viennent en parallèle. Donc vraiment un spectre très large, et c'est ici qu'IFOR2A s'est positionné au fur et à mesure des années pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes des professionnels de l'expertise en fonction eh bien, de la façon, on va dire, dont ils exercent leur métier. Donc aujourd'hui, le catalogue est relativement riche, hein, puisqu'on a plus d'une centaine de formations, certaines qui sont praticables à distance, puisque rappelons-nous qu'au niveau de l'ANEA, eh bien, on a aussi nos amis et confrères de la Réunion, des Antilles, Guyane, qui sont aussi membres de l'ANEA et qui ont accès aux formations, donc, notamment en présentiel, mais également en distanciel. Et le renouveau des formations pour les experts en automobile, eh bien, c'est tout l'ADN finalement d'IFOR2A, parce que les technologies évoluent, parce que des épisodes comme celui du Covid eh bien, nous font poser des questions, et notamment sur eh bien, le besoin de mutation de la formation. On avait hier des formations qui étaient extrêmement techniques, et aujourd'hui, eh bien, les formations restent techniques, mais on y a ajouté plusieurs couches, et notamment les couches du management, les couches de la qualité, les couches des nouvelles technologies, pour que l'expert eh bien, reste toujours très adapté à l'écosystème dans lequel il évolue. Donc, il faut être prudent parce que notre marché est instable, mais la force de l'expert, ça a toujours été son adaptabilité, et donc de se maintenir en veille sur la technique, sur les actions de management, pour qu'il soit toujours présent au rendez-vous. Mais la transition est toute trouvée, on parle d'évolution, voire parfois de révolution technique des véhicules à expertiser. Alors, évidemment, pourquoi on échange ensemble aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on a eu l'occasion de se rencontrer dans le cadre du CESU que je co-dirige avec le professeur Marc Bruschi et qui porte spécifiquement sur le véhicule autonome. Alors, le véhicule autonome, ceux qui me connaissent maintenant savent que j'aime pas trop cette expression, c'est plutôt une expression marketing qui permet de toucher le plus de monde possible et qui renvoie plutôt à la notion de délégation de conduite. Alors, évidemment, je ne vais pas aller dans le détail de cette slide qui précise quels ont été les textes en France et à l'international qui ont permis d'envisager le déploiement de ces véhicules à délégation de conduite. Simplement pour vous dire que effectivement, que ce soit la Convention de Vienne ou le législateur français, on a pris quelques mesures qui permettent d'envisager le déploiement de la délégation de conduite avec une touche de progressivité aussi, il faut bien le dire. Et puis ces textes vont encore faire l'objet de modifications dans les semaines, voire les mois à venir, notamment en France pour appliquer les dispositions de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et qui a deux volets principaux qui nous intéressent, l'un sur le système de délégation de conduite, l'autre sur
le service en tant que tel, et au niveau international, le nouvel amendement à la Convention de Vienne, qui pourrait être adopté en septembre, hein, qui a été agreed en mars dernier, lors des derniers échanges, c'est-à-dire sur lequel on s'est positionné, on se donne encore un temps de réflexion, et puis il deviendra, alors je vous ai dit agreed, c'est approved, et il deviendra agreed en septembre si tout le monde est d'accord sur ce texte-là. Sans rentrer dans le détail du texte, la Convention de Vienne va évoluer pour permettre encore plus de systèmes de délégation de conduite, et notamment pour s'affranchir des dispositions qui nécessitent un contrôle du véhicule par une personne physique, et pour renverrait donc aux États le soin de définir dans quelles conditions on autorise les délégations les plus automatisées, les plus hautes dans la conduite, dans le transfert de la charge de conduite au système de conduite. Quelques éléments maintenant sur ce qu'on entend par véhicule autonome d'un point de vue strictement juridique. Et puis, avant de te laisser la parole, François, sur juridiquement, véhicule autonome, on se pose souvent la question, est-ce que ce véhicule est déjà en circulation? Est-ce que le Covid remet en cause les recherches sur le véhicule autonome? Et finalement, à quoi ça renvoie de manière très précise? Puisque je vous le disais en avance de phase, pour moi, le véhicule autonome stricto sensu, ça n'existe pas. En revanche, on peut dire qu'aujourd'hui, en circulation, on a déjà certains véhicules autonomes ou certains véhicules à délégation de conduite. Pourquoi? Parce qu'avant tout, ce véhicule, c'est un véhicule terrestre à moteur. C'est un véhicule terrestre à moteur qui est déjà équipé de systèmes d'enregistrement de données, et je pense notamment à l'e-call, hein, qui a été réglementé, qui permet d'enregistrer certains types de données, qui fait la différence entre les données obligatoires qui permettent d'appeler le secours et les données facultatives pour lesquelles on requiert encore l'autorisation du conducteur, notamment pour lui proposer un certain nombre de services. Donc ça, c'est déjà dans les véhicules d'aujourd'hui. C'est également un véhicule qui enregistre un certain nombre de données, et ces données du véhicule sont des données personnelles, l'a redit la CNIL. Donc on se pose aussi un certain nombre de questions sur qui va avoir accès à ces données et comment on va pouvoir les traiter. Mais ces dispositifs, force est de constater qu'on les rencontre déjà dans nos véhicules. Et surtout, c'est un véhicule aujourd'hui qui est déjà un peu automatisé. Quand on actionne le régulateur de vitesse, on délègue déjà une partie de la tâche de conduite au système. Donc, d'un point de vue strictement juridique, c'est important de se dire que finalement, il ne faut pas attendre le véhicule de demain, le véhicule totalement automatisé, sans aucun conducteur, sans aucune personne à bord, pour se poser des questions. Et je crois que c'est aussi dans le cadre de ces échanges qu'on avait proposé d'intégrer une session dédiée à l'expertise auto dans le cadre du CESU notamment, que c'est aussi la vision des experts en auto de se dire finalement c'est important de s'intéresser dès aujourd'hui au véhicule. Donc si tu veux ajouter quelques mots. Oui, ce qui est difficile, et donc le lien est facile à faire avec la formation qu'on assure chez I4DESA. Ce qui est difficile pour nous, c'est clairement de devoir s'adapter à un marché qui est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que si aujourd'hui on devait me dire à quelle date les véhicules autonomes seront sur le marché, eh j'aurais de grosses difficultés parce qu'il y a presque un effet de mode, hein, un côté marketing aux véhicules autonomes. Il y a aussi un problème de motorisation, et là on est vraiment purement sur la partie un petit peu plus technique pour nous. On n'imagine pas un véhicule autonome avec une motorisation thermique, donc ça paraît quasiment évident, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a quelques véhicules autonomes avec des essais donc, qui se font sur des moteurs thermiques. On imagine que ce n'est pas les énergies fossiles qui seront les énergies de demain, mais pour autant, si on se met à la place d'un expert en automobile, aujourd'hui, c'est soit un véhicule à moteur avec une combustion interne, on va dire avancée,
j'entends les biocarburants, ce genre de carburant-là. On peut avoir aussi de l'hydrogène, on peut avoir de l'électrique, on peut avoir du gaz, on peut avoir des piles combustibles, on peut avoir de l'hybridation, on peut avoir tout un tas de technologies qui vont venir propulser les véhicules. Donc, entre l'hybridation électrique, avec le plug-in, avec les systèmes d'allongement de l'autonomie, les véhicules électriques avec des batteries qui se rechargent par un autre petit moteur, ceux qui utilisent seulement des batteries, ceux qui utilisent des piles à combustible, en réalité, ce qu'on est juste en train de se dire, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelle sera la technologie de demain, mais que d'ores et déjà, les experts en automobile doivent avoir une compétence minimale, et je dirais même maximale, sur ces technologies-là pour être prêts le jour où ces technologies pénétreront le marché de façon massive. Quand je parle par exemple d'hydrogène, l'hydrogène chez BMW, ça fait plus d'une dizaine d'années que ça existe. Et pour autant, aujourd'hui, sur le marché en circulation, c'est extrêmement faible. Donc, une première difficulté pour nous, c'est d'arriver à anticiper, à sentir le marché pour pouvoir proposer des actions de formation pour que les experts soient prêts. Ensuite, sur la pénétration du parc, si on regarde un petit peu les ventes mensuelles de véhicules électriques, on était en 2011 à environ 2600 véhicules et en 2018, on était déjà à 23 000, donc 10 fois plus. Donc la réalité, c'est que le marché est là, on voit que le législateur pousse le véhicule électrique, on sent que ça sera une énergie forcément de demain, mais de quelle façon exactement, ça c'est un petit peu plus difficile à dire. Et si on poursuit donc sur l'autonomie des véhicules, qui sera forcément de plus en plus importante, il faudra qu'au fur et à mesure, l'expert trouve sa place, et notamment en se réservant une place, en étant visé par un certain nombre d'articles, je pense notamment à la loi LOM et son article 32, pour qu'il puisse avoir un accès maximal aux données. C'est une question de survie pour l'expert, parce qu'un expert qui n'aurait pas accès à la donnée serait très faible en termes de compétences pour pouvoir les apprécier, les relever, les critiquer, même parfois ces données, et pour pouvoir, et ça me semble extrêmement important dans l'avenir, déterminer des responsabilités, si l'occasion lui en est donnée, de façon purement objective. Je pense qu'une des craintes qu'il peut y avoir pour le consommateur aujourd'hui, c'est de se dire qu'on sera dans un environnement confiné, pour reprendre un mot à la mode, et de se dire que finalement, si le constructeur fait appel à un équipementier, que ce même équipementier se charge des opérations de diagnostic, et que le tiers de confiance, qui est l'expert en automobile, est exclu de toute cette dimension, à ce moment-là, on pourrait se poser la question de savoir si finalement le diagnostic a été fait de manière objective ou pas, et s'il ne persiste pas un conflit d'intérêts dans ces situations. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour l'expert en automobile, c'est vraiment se frayer un chemin sur cette route de la technique, trouver sa place et toujours se positionner en tiers de confiance pour avoir des analyses et diagnostics qui soient les plus objectifs possibles. Ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Et c'est effectivement très vrai. Le rôle et l'accès aux données pour l'expert en automobile me semble, moi aussi juriste, assez indispensable, puisque dans les lettres de mission que l'on confie à l'expert, c'est de déterminer l'origine de l'accident. Alors même indépendamment d'identifier les responsabilités, puisque là, on n'est plus véritablement sur le rôle de l'expert, mais en tout cas, l'expert doit, lui, pouvoir déterminer l'origine de l'accident. Et si on pense à un contentieux qui est pas si vieux, mais qui portait sur le régulateur de vitesse, on a vu en jurisprudence toute l'importance de l'expert en automobile, puisque les juges n'ont pas réussi à statuer finalement sur quelle était l'origine de l'accident en l'absence d'expertise automobile. On n'a pas su déterminer si on avait une défaillance technique ou humaine, et là c'est ce qui ressort des textes de la jurisprudence, et il mettait déjà en évidence ce rôle primordial de l'expert en automobile pour aider le juge à déterminer ensuite les responsabilités.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, et peut-être on peut parler encore quelques minutes sur le déploiement des véhicules à délégation de conduite et sur la norme SAE. C'est la slide qui suit, Romy. Pour expliquer que c'est important de se saisir dès aujourd'hui de ces spécificités du véhicule ou des véhicules autonomes, hein, si on veut être plus large, en faisant cette différence entre les différents niveaux et à partir du niveau 3 spécifiquement, commencer à déterminer mais finalement qui était en charge de la conduite. Et je pense que c'est important quand même d'avoir ces éléments-là, puisque jusqu'au niveau 2, responsabilité, charge de conduite, c'est la même chose, puisque on a toujours un conducteur qui va assurer le contrôle du véhicule tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et là, c'est la juriste qui parle, c'est absolument pas la technicienne. Je n'ai pas du tout cette prétention. À partir du niveau 3, là, encore une fois, la juriste se manifeste pour dire que on a ici un véritable problème qui va ensuite faire que s'accentuer, puisque au niveau 3, la technique autorise le conducteur humain à faire autre chose, mais tout en ayant la concentration et la capacité pleine et entière de reprendre la main sur le véhicule si le système le lui demande, si les circonstances l'exigent. Ce qui est déjà une problématique d'un point de vue juridique, puisque c'est extrêmement complexe de se dire comment va-t-on faire la part des choses entre j'avais la possibilité de reprendre la main ou pas. Je pense que même à ce niveau, au niveau 3, l'expert en auto pourrait être un précieux conseil, nous apporter des précieux conseils pour dire finalement d'un point de vue strictement technique, est-ce que le logiciel a prévenu suffisamment en amont le conducteur ou pas, pour qu'ensuite, nous juristes, on détermine mais finalement, est-ce que le conducteur était bien responsable, avait bien les capacités, ou est-ce qu'on est sur d'autres notions telles que la notion produit défectueux et qui pourrait permettre d'envisager un certain nombre de recours. À partir du niveau 4, que ce soit en niveau 4 ou 5, on est sur une problématique un peu différente dans la mesure où finalement la technique se désintéresse presque du conducteur personne physique puisqu'elle se dit qu'à partir du moment où le conducteur appuiera sur le bouton de délégation, ce serait le système qui devrait se prendre en charge intégralement du début à la fin de la manœuvre. Ce qui simplifie un peu les choses pour le juriste, puisque si on se dit que la technique s'autogère pendant tout ce temps de la délégation, à l'expert ensuite de déterminer si véritablement on était en délégation ou pas. Là, c'est un monde idéal puisque c'est sur le papier en théorie, c'est ce qui devrait se passer. Mais on le sait bien aujourd'hui qu'il ne va pas y avoir un véhicule de niveau 3 ou un véhicule de niveau 4. Il va y avoir une fonction dans un véhicule de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, etc. Donc, il me semble, moi, juriste, important que l'expert en auto puisse se saisir de ces différences techniques pour ensuite aider le plus possible le juriste dans son approche en lui apportant tous les éléments essentiels à la qualification des responsabilités. Est-ce que tu confirmes cette approche ? Oui, je confirme totalement cette approche et je me dis que aujourd'hui, on a déjà avec le ministère notamment les enquêtes Comprendre pour agir, les enquêtes ECPA, qui permettent bien de faire évoluer notamment les infrastructures, qui permettent de faire évoluer les comportements, qui permettent de faire évoluer bon nombre de choses. Et je pense qu'il y a toujours une vertu pédagogique dans l'expertise. Il faut s'enrichir de l'expertise pour pouvoir, a priori, quand on arrive sur une expertise, on n'a pas d'avis préconçu.
on découvre au moment de l'expertise ce qui a pu dysfonctionner, ce qui pourrait être amélioré. Et toute la vertu de l'expertise est là, c'est que le constructeur aujourd'hui ne doit pas nous voir comme quelqu'un qui va être très critique à l'égard de sa technologie, mais plutôt potentiellement quelqu'un qui est en capacité à faire évoluer cette technologie. Aujourd'hui, on voit toutes les difficultés qu'on peut avoir dans des expertises de responsabilité civile professionnelle. Ça nous arrive de mettre en cause des constructeurs, des équipementiers, et pour autant, même quand il y a des vices qui sont qualifiés et qui sont sériels, eh bien, on rencontre les plus grandes difficultés pour obtenir des prises en charge. Donc, et pour autant, on n'est que sur du matériel, avec potentiellement un peu de perte de jouissance. Mais si demain on est sur du corporel, si on a de l'accident sériel, moi en tant que consommateur, j'ai besoin de savoir que si jamais j'ai ce type d'accident, eh bien quelqu'un sera en mesure de déterminer quel a été le fait générateur de cet accident. Et c'est là vraiment le plus important, je trouve, à déterminer, c'est qu'il ne faut pas être dans un milieu confiné, mais plutôt de se dire que les compétents, les sachants doivent avoir accès à cette information. C'est important. Moi, j'ai souvent communiqué, en tout cas pour la profession, en disant qu'on n'avait pas de boulimie par rapport à l'information, par rapport à la donnée telle qu'elle peut être conçue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la donnée technique et de façon ponctuelle. Moi, je n'ai pas d'intérêt à savoir dans le véhicule, en ce qui concerne des fonctions, est-ce qu'il y avait la clim, pas la clim, des choses qui relèvent plus du comportement et qui donc derrière eh bien, peuvent avoir un attrait sur l'aspect commercial parce qu'on peut générer eh bien, peut-être pour les actuaires des nouvelles tarifications d'assurance, ce genre de choses. Nous, ce n'est pas du tout notre concept. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir un accès à la donnée technique pour pouvoir poser des diagnostics. C'est vraiment là notre rôle dans ce genre de situation. Donc on va continuer à promouvoir, et notamment, comme tu le disais, au niveau 3, eh bien, les interventions des experts. Je pense que le bon prisme par rapport à ça, c'est d'imaginer que si on est capable de rassurer le conducteur, eh bien, il sera capable à terme de s'approprier cette technologie. Donc, et pour pouvoir s'approprier cette technologie et avoir confiance, entre guillemets, dans le véhicule autonome, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui au regard des statistiques qui sont produites, eh bien, il aura besoin de savoir qu'en cas de difficulté, eh bien, il pourra être défendu. Moi, aujourd'hui, quand j'achète quelque chose, je suis toujours intéressé par savoir quel est le niveau de garantie. Et en fonction de la garantie, ça peut me rassurer sur mon achat. Eh bien là, on pourrait être un peu sur la métaphore dans le même raisonnement. Exactement. Et finalement, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, c'est dès à présent qu'il faut s'interroger sur ce que peut apporter l'expert en auto dans le cadre de tous ces niveaux de délégation de conduite qui vont s'implémenter de manière progressive. Je le disais, c'est à partir du niveau 3 où on se pose déjà des questions. Le 4 et le 5, les niveaux 4 et 5 posent les mêmes difficultés. La différence entre le niveau 4 et le niveau 5, c'est que le niveau 4 va s'appliquer sur des domaines d'emploi qui auront été pré-renseignés. Le niveau 5, on pourra appuyer sur le bouton de la délégation pour le faire plus simple à tout moment, en toutes circonstances. Ce qui est important, je pense, c'est de pas oublier effectivement ce rôle et de bien identifier les données qui sont utiles pour l'expert en automobile pour pouvoir ensuite participer pleinement aux prochains textes qui vont aussi permettre de déterminer les accès et les données qui seront concernées. Et peut-être réinsister sur la nécessité, je pense, pour non seulement pour le juriste, mais aussi pour l'expert, de rester formé sur ces questions-là. Là, on parle du véhicule, toute cette présentation a tourné sur le système véhicule. On ne fait pas de différence, il me semble, à ce stade des analyses entre véhicules privés et véhicules de transport. Pour moi, finalement, les problématiques se posent de la même façon et l'expert va être interrogé de la même façon, quel que soit le véhicule qui sera accidenté. On peut envisager évidemment le véhicule de monsieur et madame tout le monde, mais ce sera aussi le cas pour tout ce qui est transport de personnes avec les navettes qui seront aussi à expertiser. Tu confirmes? Oui,
Oui, et je pense aussi qu'il y a un raccourci qui est souvent fait dans l'esprit des gens, c'est de se dire que véhicule autonome égale absence d'accident. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'un véhicule autonome, au-delà de la mobilité, c'est de se dire qu'un véhicule autonome ne pourra plus avoir d'accident. Il y a toute une partie électronique dans un véhicule hein, qui est capable d'accompagner le conducteur pour lui faire prendre les bonnes décisions. Mais il ne faut pas oublier qu'un véhicule, ça reste une entité mécanique c'est encore des pneumatiques, c'est encore du vitrage, c'est encore tout un tas de choses qui ne sont pas maîtrisées par l'autonomie. Aujourd'hui, un véhicule, même dans ses configurations les plus abouties, eh bien, il y aura tout un tas, un pneu qui éclate par exemple sur un véhicule. Aujourd'hui, l'autonomie n'est pas capable forcément de gérer ça parce qu'ensuite, les lois physiques vont reprendre le dessus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est les premières questions, je me rappelle d'une convention, l'Argus de l'assurance, où on m'avait dit, mais finalement, les véhicules autonomes, c'est la fin de l'expertise. Je voudrais dire que c'est tout le contraire, en fait. C'est le début de l'expertise, parce qu'on n'aura jamais vu autant de complexité sur les véhicules, et qui dit complexité, eh bien, dit compétence. Et donc, la compétence, on ne peut la retrouver qu'au travers des experts en automobile. Donc, je me dis que pour nous, bien au-delà de dire que c'est la mort de l'expertise en automobile, comme ça l'avait été dit, c'est plutôt au contraire la renaissance. Par contre, il faut être présent au moment donné, se former, avoir accès à la donnée, avoir un comportement dans l'approche de ces dossiers qui est très réservé, parce que voilà, ce sont des technologies qui parfois nous dépassent, sur lesquelles on n'a pas accès à tous les éléments. Donc, bien le rôle de l'expert en automobile avec toutes les vertus qu'il peut avoir. Et encore une fois, pour ajouter à ce que tu viens de dire, ce n'est pas le véhicule en entier qui pourra être catalogué de niveau 2, de niveau 3, etc. Mais c'est bien une fonction qui sera de niveau 3, de niveau 4, mais voire même de niveau 5 en réalité. Ce qui fait qu'il y a toute une partie hors fonction de délégation activée qui restera de la commande, si j'ose dire, de la personne humaine. Donc, moi, je te rejoins tout à fait hein, sur dire qu'il n'y aura plus d'accident avec le véhicule autonome, peut-être un jour, mais je pense que ce jour, c'est pas demain. Et qu'il va falloir le faire de manière progressive, comme vont être déployés les systèmes de délégation de manière progressive. Je pense que c'est ce qui va. Il faut l'anticiper, en tout cas, il faut l'envisager plutôt étape par étape. C'est peut-être la conclusion qu'on pourrait avoir sur cette présentation. On l'a dit tout au long de notre présentation, l'impératif de rester formé, évidemment sur le véhicule autonome, puisque c'est le sujet de prédilection de VDCOM, mais pas que, comme l'a rappelé François, puisque le catalogue ANEA recouvre d'autres types de formations que ce soit même aussi beaucoup plus technique. Si tu veux ajouter des éléments de conclusion avant qu'on passe aux questions. Écoute, vu qu'on est à moins 10, je me dis privilégions peut-être les questions parce que je voudrais pas que les personnes restent sur leur faim et se disent qu'ils n'ont pas pu participer. Donc non, je pense que l'essentiel a été dit sur la formation et bien sûr, moi j'encourage tout le monde à participer à ces actions de formation. Évidemment, je me ferai le relais d'I42A parce que c'est notre organisation professionnelle, mais il faut rester objectif. Il y a peut-être des formations qui ne sont pas présentes au catalogue de I42A aujourd'hui et il ne faut pas hésiter. Il faut se former globalement, majoritairement chez I42A, je dirais, mais pas que. Je veux dire, toutes les actions de formation sont bonnes. Les bons experts de demain, ce seront ceux qui ont été le mieux formés. Donc, il faut se former, évidemment. Je ne sais pas si on a des questions. Je ne crois pas avoir de questions dans... François, Yolande, en effet, je ne vois pas de questions non plus. Du coup, j'invite les participants qui aimeraient interagir avec les animateurs à poser leurs questions maintenant. Si vous avez des choses à ajouter, vous, de votre côté, n'hésitez pas. Et c'est le moment. Donc, profitez-en, le chat est ouvert et on lira vos questions à haute voix. Alors, super. Une première question. Après l'expertise à distance, quelle pourrait être l'innovation en termes d'expertise ?
On a déjà vu dans d'autres pays plusieurs innovations. C'est vrai que l'expertise à distance, c'est quelque chose qui date aujourd'hui, hein, finalement, puisque ça fait quasiment 15 ans que l'expertise à distance existe. On a eu quelques essais qui se sont faits sur la vidéo à distance. Donc finalement, c'est du transport de médias beaucoup plus lourd pour un résultat qui n'est pas forcément bien meilleur, pour une plus-value qui n'est pas forcément bien meilleure. On a vu des essais dans d'autres pays aussi avec des drones qui sont capables de filmer des zones d'accident, qui sont capables de produire des visions 360 degrés. Ça peut être des outils, mais honnêtement, malgré la technologie, on va dire, vieillissante de l'expertise à distance, l'expertise à distance remplit quand même tout à fait bien ses fonctions. Et aujourd'hui, elle est suffisante. Quand l'expert a besoin de se déplacer, que ça soit de la vidéo ou de la photo, il y a un moment où l'expert doit se déplacer. Et en fait, ce n'est pas vraiment un problème de technologie. C'est qu'à un moment donné, l'expert a besoin de ressentir, de toucher, d'être imprégné par rapport au véhicule pour pouvoir établir un diagnostic correct. Donc, honnêtement, il n'y a pas vraiment de problème technologique aujourd'hui par rapport à l'expertise à distance. Les essais qu'on a pu faire avec de la vidéo n'apportaient pas vraiment de plus-value, honnêtement. Merci. Donc, c'était une question de Christophe Giroux. On a une question également sur, en cas de désignation d'un expert judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, véhicule de niveau 3, il sera nécessaire la désignation de 2 experts différents, l'un expert véhicule et l'autre expert système. Merci par avance pour la réponse. Est-ce que vous avez compris la question? Oui. Oui. Tu veux répondre? Vas-y, réponds, puis je prendrai le relais. Oui, en fait, quand on dit il faudra, en réalité, donc bon, ce seront les avocats qui pourront demander au juge eh bien, la désignation de 2 experts avec des qualifications différentes, de 2 ou plusieurs experts. Ça posera la question de l'inscription sur les listes près des cours d'appel avec peut-être des spécificités particulières qui concerneront l'autonomie des véhicules. Donc voilà, je dirais que tout reste à faire, hein, tout reste à écrire, mais que globalement, oui, on aura peut-être besoin de double, voire de triple compétences sur ces sujets. Et juste, moi, pour ajouter, j'avais fait le constat il y a quelques années maintenant sur les différences de statut. C'est ce que j'en ai touché 2 mots en début de présentation. Différence de statut avec l'expert en automobile qui est sanctionné par un diplôme et l'expert judiciaire qui répond pas exactement aux mêmes exigences. Et de faire le constat qu'aujourd'hui déjà, on pourrait avoir des difficultés dans les qualifications, je pense. Puisque l'expert judiciaire n'est pas automatiquement, n'est pas nécessairement un expert en automobile. Et je pense que les véhicules avec le plus de délégation de conduite, le plus d'automatisation, etc., l'expert judiciaire devrait être un expert en automobile, pour le dire autrement, pour pouvoir justement apporter un maximum de connaissances et pour pouvoir éviter aussi la multiplication des experts. C'est comme aujourd'hui, en réalité, on a, par exemple pour les médecins, on a un expert et ensuite on a un sapiteur pour on va dire ponctuellement des spécificités, des spécialités spécifiques. Maintenant, ils ont tous un vernis, ils sont tous médecins labellisés, expertise en tant que tel. Et c'est peut-être, je pense, ce qui manque aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau, c'est pas lié au véhicule autonome au sens large. C'est déjà pour moi juriste, quand j'analyse les conditions, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour unifier les statuts et pour avoir quelque chose de plus harmonisé pour la profession. Voilà. Je pense aussi, en complément de ce que vient de dire Yolande, que le marché finalement dictera sa loi. Aujourd'hui, si je suis juge et que dans ces dossiers-là, l'expert qui a été nommé fait appel quasi systématiquement à un sapiteur et qu'il n'y a que 2 ou 3 experts en France qui sont capables de répondre aux besoins, bon, évidemment, il y aura une difficulté. Si l'expert et les experts globalement sont capables de se former, de s'organiser pour pouvoir répondre aux besoins et qu'il y a pléthore d'experts qui sont inscrits sur la liste et capables de répondre à la demande sans forcément de sapiteur,
finalement, il n'y a pas de raison. C'est un peu le cas en accidentologie aujourd'hui. L'accidentologie, c'est vraiment une spécialité qui est très fine, qui est maîtrisée par peu d'experts en France. Et aujourd'hui, on voit que les tribunaux, au fur et à mesure, se tournent de plus en plus vers ces experts-là, parce qu'ils sont identifiés, parce qu'ils sont connus et reconnus. Donc moi, je suis pas fan, si on peut dire ça comme ça, des expertises dans lesquelles il y a 2, 3, 4 experts qui interviennent ensemble, parce que voilà, co-signer des conclusions, je me dis que vaut mieux qu'il y ait un expert qui soit maître d'œuvre, entre guillemets, et qui derrière fasse appel éventuellement à des sapiteurs, mais globalement, c'est la compétence générale qui va permettre ou pas de résoudre les dossiers. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit présent au rendez-vous. Il ne faudrait pas qu'on pêche par notre absence et que les juges soient tentés de mandater peut-être donc en l'occurrence pas des experts, mais des gens qui sont spécialistes par exemple de l'électronique embarquée ou de l'ingénierie ou du développement de logiciels ou des équipementiers, parce que c'est pas forcément leur place. Et c'est peut-être plus la place aux experts. Donc, mais à nous d'être présents au rendez-vous. On va avoir également une question de Christophe. Peut-on imaginer que le véhicule autonome, une fois endommagé, puisse identifier les pièces à changer? Je crois qu'à ce stade, on peut tout imaginer. Oui, on a aujourd'hui, on a certains véhicules qui sont déjà équipés avec de la maintenance préventive. Donc, c'est plutôt sur des pièces mécaniques, où on est capable d'identifier en amont et en aval les pièces qui peuvent être endommagées. Sur la carrosserie, aujourd'hui, ça s'est pas encore développé, mais on pourrait imaginer à terme que peut-être pas que ça soit pas forcément embarqué dans le véhicule, mais on a déjà vu fleurir sur le marché des portiques qui sont capables d'analyser les déformations. La technologie, en fait, c'est ça qui est incroyable avec les technologies, c'est qu'elles réservent son lot de surprises et que tous les jours, il y a des gens qui développent de nouveaux outils. Mais dire non, ça serait manquer, ça serait mentir, hein, on le verra, quoi. On va continuer du coup. Une question de Saïd. Quand peut-on espérer une évolution accès à certaines données de la RGPD? Alors, évolution de la RGPD, c'est pas à l'ordre du jour en tant que tel. Par contre, ce qui est prévu, c'est l'application, c'est les textes d'application de la loi d'orientation des mobilités qui doivent préciser qui peut avoir accès à quelles données et sous quelles conditions. Ce sont ces évolutions-là qui sont envisagées. À quel horizon? Je crois que c'est une question de mois maintenant, puisque la LOM donnait un certain temps. Alors je crois que je sais plus si c'est 18 ou 24. J'avoue que j'ai plus le délai en tête pour l'article 32, mais c'est 18 ou 24 mois après la promulgation de la LOM. Donc on est sur on sera fixé assez rapidement sur ces questions-là. On va continuer du coup avec Saïd. Dans quelles limites un constructeur peut-il fournir des informations techniques, technologiques aux experts? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de savoir ce qui va être considéré comme de la donnée personnelle, ce qui va être considéré comme de la donnée commerciale, de la donnée technique, et à quoi le constructeur va vouloir nous donner accès et en quoi le législateur va le contraindre à nous donner accès. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Pour nous, comme je l'ai dit un peu plus avant, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté, nous, sur la donnée personnelle. On est vraiment sur de la donnée technique. La difficulté, c'est que la donnée technique et la donnée personnelle, eh bien, parfois, la frontière est très fine. On parle notamment du numéro de châssis du véhicule, qui peut devenir une donnée personnelle, parce que quand on la recoupe, globalement, ça peut devenir une donnée personnelle. Et donc, pour nous, c'est une donnée technique, parce que grâce au numéro de châssis, on peut déterminer l'année du véhicule, on peut déterminer un certain nombre de choses, le numéro dans la série du type, des données qui vont être essentielles pour notre diagnostic. Donc, je pense qu'il faudra, au-delà de la donnée qui va nous être confiée, avoir le délai pendant lequel on peut la conserver, ce qu'on peut en faire, quelle est la destination de cette donnée. Et là, on va rejoindre un peu des fondamentaux de la CNIL en se disant, voilà, je vous fournis de la donnée, donc déjà, quelles données je vais vous fournir
Et ensuite, pendant combien de temps je vous la fournis? Est-ce que vous avez le droit de la réutiliser? Est-ce que vous devez la détruire une fois que vous l'avez utilisée? Est-ce que vous pouvez la conserver? Sous quelle forme? Ainsi de suite. Donc, les règles du jeu sont encore un peu à déterminer. On a des fondamentaux avec RGPD et CNIL, mais aujourd'hui, ce sur quoi, en tout cas, la profession se positionne, c'est vraiment sur la donnée technique. On pourrait prendre un parallèle qui est relativement simple sur ce sur quoi on a accès aujourd'hui. C'est sur les manuels de réparation des véhicules, par exemple les couples de serrage mécanique. On a les données, les valeurs de géométrie pour régler les trains roulants. Ça, ce sont des données sur lesquelles on a un accès permanent et qui n'ouvrent pas de discussion particulière sur RGPD ou CNIL. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit. Là où on va avoir peut-être une difficulté, c'est à partir de quel moment on détermine qu'on veut arrêter les investigations dans le dossier parce qu'on considère qu'on a suffisamment de données. En réalité, il y a toujours des données qui sont négligées dans un dossier parce que on n'a pas forcément besoin d'un niveau de finesse extrême. Si je reprends par exemple un sinistre automobile qui impliquerait du corporel, en termes de données, ce qui paraît important pour moi, c'est d'avoir par exemple la vitesse du véhicule au moment de l'impact, savoir si une roue a bloqué ou pas, savoir l'usure des pneumatiques, savoir tout un tas de choses. Et là, on va avoir peut-être une détermination d'une vitesse du véhicule au moment de l'impact, on pourra avoir des données qui sont extrêmement importantes. Mais on pourrait imaginer aller beaucoup plus loin. Est-ce que le conducteur il a cligné des yeux? Est-ce qu'il avait l'autoradio? S'il avait l'autoradio au volume sonore maximal, ben peut-être qu'il n'a pas entendu le gars qui venait sur la droite et qui lui a klaxonné. Est-ce que la clim était en marche ou pas? Quelle était la température à l'intérieur de l'habitacle? Peut-être qu'il faisait extrêmement chaud et qu'il était fatigué, que c'était 14 heures sur la digestion et donc son temps de réponse a été plus long. En réalité, on se dit que la donnée, ben, il n'y a pas de limite pour arriver à la finesse. Et au plus on aura de la donnée, et au plus on pourra être fin dans notre analyse. Mais il y a un moment où l'expert, il devra dire, eh bien, je réponds à une espèce de cahier des charges qui est normatif, dans lequel eh bien, j'ai accès à un minimum de données pour rendre mes conclusions. Parce que la finesse, c'est sans limite. Et moi, j'ajouterais aussi qu'on craint beaucoup sur ces questions de données, etc. Aujourd'hui, on a quand même l'exemple de l'e-call. Pour moi, c'est un très bon exemple. L'exemple de l'e-call, ça traite de la donnée et on a réussi à le rendre RGPD compatible, si j'ose dire, en définissant un cadre général où on se passe du consentement du conducteur et un cadre plus spécifique parce que ça relève de services optionnels, que ça apporte plus de la valeur ajoutée, etc. Où là, on doit redevenir RGPD compatible et redemander l'autorisation de l'exploitation des données. Donc, je pense que tout l'enjeu sur ces questions des données, c'est effectivement, comme tu l'as dit, François, de faire une différence entre ce qui peut relever d'une exigence minimale et qui pourrait être tout à fait RGPD compatible et se passer du consentement. Alors, je vais dire du conducteur, mais en réalité, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est la difficulté, c'est même de quel consentement qu'on doit demander. Parce que aujourd'hui, on a le titulaire du certificat d'immatriculation, mais on a un conducteur qui peut être différent, peut prêter son véhicule, etc. Et donc, si on se pose des questions de consentement, là, on va véritablement se poser des questions mais finalement, le consentement de qui? Parce que dire, je demande le consentement du titulaire du certificat d'immatriculation, pour moi, ce serait insuffisant, parce que ça ne viserait pas l'hypothèse du conducteur du véhicule qui a été prêté. Et lui aussi, il a le droit à la protection de ses données, finalement. Donc, là, c'est pour ça que pour moi, il faut faire cette distinction et il faudrait arriver à un cadre général où on peut se passer du consentement, parce que c'est possible, c'est autorisé par le RGPD, du cadre plus spécifique où on doit recueillir le consentement pour accéder à d'autres types de données. Et moi, je pense qu'effectivement, si on se dirige sur cette dichotomie, on pourra trouver un compromis intéressant et permettre à l'expert d'avoir un minimum de données, quitte à ce qu'il puisse ensuite recueillir l'autorisation de la personne qui était en conduite du véhicule à ce moment-là, pour lui dire finalement j'ai besoin d'encore plus de données, est-ce que je peux avoir accès à encore plus de données? Mais de faire une différence entre les deux et de dire finalement
Il y a un minimum de données auquel on a droit pour pouvoir mener notre expertise. Et puis, pour le reste, on peut aussi envisager de demander un consentement supplémentaire. Mais pas se surcharger de consentement quand c'est pas utile, finalement. Oui, bien sûr, c'est évident. Et puis on imagine bien, et c'est un peu comme ça que le marché a l'air de se comporter, que les premiers véhicules autonomes, ça sera plutôt du transport en commun. Donc on imagine bien que si on demande au propriétaire du transport en commun son acceptation, il ne peut pas viser une acceptation qui concerne des tiers sur lesquels il n'a pas de, il y a pas de mandat. Donc oui, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. On va continuer, on a encore 2 petites questions. Une première remarque, alors c'est entre la remarque et la question. Les véhicules de niveau 5 roulant sous toute forme d'axe routier, en toutes circonstances et à toute forme de vitesse, sans intervention humaine, ne sont pas attendus avant plusieurs années, contrairement au niveau 3 et 4. Dès lors, la question ne concerne-t-elle pas les experts des générations prochaines et non pas finalement actuelles? On a dit qu'en fait, l'expert pouvait intervenir à partir du niveau 3. Donc c'est à ce stade-là déjà que l'expert va pouvoir se positionner. Et dans le niveau 3, on va déjà avoir un certain nombre de choses à déterminer. Aujourd'hui, on est dans une phase finalement qui est assez étonnante. C'est que pour ceux qui suivent un peu l'actualité de marques comme Tesla ou autres, eh bien, c'est quasiment ludique aujourd'hui le niveau 3. Donc, il y a des gens qui s'endorment, qui lâchent le volant sur l'autoroute. Donc, on est déjà dans un niveau d'autonomie au niveau 3 qui mérite de l'expertise. L'autopilot, c'est même du niveau 2 en fait. En réalité, puisqu'ils mettent dans les conditions d'utilisation que c'est véritablement tout le temps sous la supervision du conducteur. C'est vendu commercialement comme étant du niveau 3. En réalité, c'est même du niveau 2. Et on le voit, l'expert, il est déjà important ici sur du niveau 2. Et je prenais l'exemple du régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, on a déjà vu l'importance de l'expert dans les contentieux qui n'ont pas trouvé de solution au niveau pénal, hein, puisqu'au niveau civil, l'indemnisation des victimes elle est garantie par la loi Badinter, mais au niveau pénal, on n'a pas pu trouver qui était le responsable pénal de l'infraction qui avait été commise. Et je pense que ça montre bien que l'expert auto, il intervient même aujourd'hui avec les véhicules d'aujourd'hui et sans attendre les évolutions de l'autonomisation du véhicule. Merci Yolande. Je pense qu'on va finir avec la dernière question qui sera comment garantir l'indépendance de l'expert par rapport à ses donneurs d'ordre institutionnels au regard de ce qui se fait actuellement et des conflits d'intérêts qui sont constatés? Alors, les conflits d'intérêts, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne sais pas dans quel domaine se pose la question, si c'est vraiment dans l'expertise judiciaire ou si c'est dans l'expertise, on va dire, amiable et contradictoire. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des volumes qui sont extrêmement importants d'expertise qui sont confiés aux experts tous les jours et qui se voient s'affronter souvent une protection juridique contre une responsabilité civile professionnelle, souvent avec des clients qui sont différents et jamais les mêmes. Et donc la question du conflit d'intérêts dans ce périmètre-là peut se poser, mais finalement elle est très rapidement éludée. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, il appartiendra à l'expert, s'il suppose un conflit d'intérêts potentiel, eh bien de le déclarer soit au JUCEMI, soit au juge directement. Mais en tout cas, c'est de la responsabilité de l'expert, comme dans toutes les matières, de déterminer à un moment donné s'il se retrouve en situation de potentiel conflit d'intérêts. Donc aujourd'hui, il faut bien se dire que le conflit d'intérêts peut exister avec une des parties, c'est peut-être le cas le plus rare, mais aussi avec l'équipementier, avec l'assureur, avec celui qui a posé les infrastructures, avec le réparateur qui est intervenu précédemment. Je pense que justement, le tiers de confiance qui est attendu au bout du stylo quand on est expert, c'est quelqu'un qui est capable justement de faire état de ce potentiel conflit d'intérêts et de sortir du dossier s'il considère que ce conflit d'intérêts est factuel. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. Le conflit d'intérêts, il existait déjà sous une forme interrogative jusqu'à présent. L'autonomie des véhicules ne changera pas grand-chose à la situation.
C'est exactement ce que j'allais dire. Il ne va pas y avoir de difficultés nouvelles sur ce point parce que finalement, ça n'apporte pas de nouveautés particulières et que effectivement, les solutions qui sont apportées aujourd'hui sont celles qui vont les réponses seront les mêmes a priori demain parce qu'il n'y a pas de spécificité qui nécessite en fait une réétude de cette question-là. Là où on peut avoir un complément, c'est que la profession donc, a rédigé un plan de relance. Et dans ce plan de relance, justement, on visait les difficultés que peuvent avoir les experts en automobile diplômés pour être inscrits sur des listes près la cour d'appel. Pourquoi? Parce que eh bien, quand on travaille pour des sociétés d'assurance, et c'est bien la majorité des entreprises d'expertise en France, eh bien, on considère de fait un potentiel conflit d'intérêt. Mais la réalité, c'est qu'on se retrouve aussi dans des situations où le juge va nommer un expert judiciaire qui n'a pas la compétence automobile, forcément, et qui n'est pas expert en automobile. Et là, on se dit, ben, la jonglerie, c'est entre quelqu'un qui est compétent mais qui a un possible conflit d'intérêt ou quelqu'un qui est peut-être pas compétent. Donc je me dis que dans l'intérêt des parties, la première des choses à avoir, c'est d'avoir la compétence de l'expert qui va intervenir. Et ensuite, l'expert, il aura toute capacité, comme il l'a eu jusqu'à présent, à révéler un potentiel conflit d'intérêt. Mais aujourd'hui, dans les cabinets d'expertise, pour ceux qui travaillent pour des compagnies d'assurance, tous les jours, on voit s'affronter des PJ contre des RC. Et c'est toujours des assureurs différents. Et un jour, on est pour la PJ, un lendemain pour une RCP. Donc la réalité, c'est que c'est vraiment quelque chose avec lequel on a affaire tous les jours. Ce ne sont pas des cas qui sont exceptionnels, hein, c'est tous les jours on doit se poser la question du conflit d'intérêt. Donc pas de difficulté à notre niveau identifié, en tout cas de nouvelles difficultés. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est établi depuis un certain nombre d'années, c'est que les compagnies d'assurance ne peuvent pas exercer personnellement une activité d'expert en auto. Ça a été une décision qui date maintenant et qui fait jurisprudence. Une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, il y a pas de spécificité vraiment particulière sur ces questions-là. François, Yolande, merci beaucoup. Je vous propose du coup de conclure ce webinaire, si ça vous va. Donc, on vous enverra, comme convenu, la présentation qui vient d'être faite à l'instant et également une vidéo replay par mail de ce qu'on s'est dit. Je remercie tout le monde pour votre présence. Je remercie également les animateurs et j'espère vous voir très prochainement pour un autre webinaire. À bientôt. Merci beaucoup. Merci François et merci à tous. Yolande, merci à tous. Au revoir. Au revoir.